Nous voici de retour sur Actu Matin. Ce sera donc l'avant-dernier rendez-vous. En attendant donc la revue de presse, on va discuter de l'actualité en Côte d'Ivoire. Franck, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour. En Côte d'Ivoire, l'actualité, elle est politique, même s'il y a eu un break hier pour parler football. Il y a donc que le Conseil constitutionnel a tranché par rapport à la soixantaine de candidatures déposées sur la table des sages. Eh bien, sur la soixantaine, donc, comme je le disais, 5 seulement ont été retenus. C'est quand même, je dois dire, un gros ménage, hein, Franck? Oui, c'est un gros ménage. Le mot est même faible parce qu'on s'attendait peut-être à plus de candidats retenus. Mais à l'arrivée, le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Vous voyez, lorsque vous regardez un peu le tableau qui se dégage aujourd'hui, il y a Alassane Dramane Ouattara, il y a Simone Gbagbo, il y a 3 autres, je crois, qui doivent faire la course pour la présidentielle. Je pense que il y a à la fois un travail technique et politique pour ceux qui ont observé le processus qui a couru jusque-là, parce que vous avez eu les soubresauts, vous avez eu tout ce que cela a suscité, en tout cas le dépôt des candidatures au niveau donc du parti de Thiam, tout ce qui a entouré sa candidature. Laurent Gbagbo, lui, on sait quelle est sa position par rapport à la politique de Alassane Dramane Ouattara et comment il est combattu. Et donc, moi, ça ne me surprend pas que l'on ait ce tableau qui se dégage aujourd'hui avec le travail fait par le Conseil constitutionnel. Ce qu'on peut pousser loin notre analyse pour dire, c'est que j'ai envie de dire que Alassane Dramane Ouattara a conçu son plan et met les moyens nécessaires pour parvenir à ses fins. C'est ce que j'ai envie de dire tout simplement. Allez, on va d'abord déjà constater que après l'épuration donc de la longue liste de candidatures déposées, il y a mettons 2 qui ont été recalés immédiatement, automatiquement et systématiquement, Thiam et Gbagbo. Pourtant, la veille, ils avaient démontré quand même qu'ils pouvaient mobiliser du monde à Abidjan. Eric, 2 profils qui ont été exclus. Oui, et je pense qu'on pouvait s'y attendre. On a le sentiment que le Conseil constitutionnel, sur ces 2 candidats, fait exactement ce qu'on attendait d'eux, ou peut-être au plan politique, ce qu'on leur a demandé de faire. Parce que quand vous voyez la façon dont les choses se sont déroulées, on a raison de croire que le système a tout fait justement pour que ces 2 personnalités ne participent pas à cette compétition. Parce que toutes les fois qu'on évoquait des insuffisances, il y avait quand même des arguments juridiques qui venaient étayer l'opposition. Je veux me m'attarder un peu sur le cas de Laurent Gbagbo, où on a estimé qu'il n'a pas pu justement recueillir le nombre de parrainages requis justement par le code électoral. Je pense dans la soirée d'hier, ses avocats ont donné une conférence de presse, ils ont compté exactement le nombre de parrainages requis. Il s'est avéré que c'est bien même largement au-delà 2 fois, n'est-ce pas, que ce qui est attendu véritablement d'un candidat dans une compétition présidentielle. Donc on se pose des questions. Est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Donc si le problème est ailleurs et que ça a été fait en tout état de cause pour empêcher une compétition électorale saine entre des personnalités d'une démocratie, c'est qu'on n'est pas loin des soubresauts que nous avons connus quelques années en arrière en Côte d'Ivoire. Et cela devrait nous inquiéter. Le riche, mais est-ce qu'on ne fait pas un peu de fixation sur ces 2 personnalités-là? C'est quand même une soixantaine de candidatures déposées. Ils sont pas les seuls dont les dossiers ont été rejetés. Pourquoi est-ce qu'il faut fondamentalement et forcément voir derrière le rejet de la candidature de Thiam et de Gbagbo une main d'Alassane Ouattara, et pourquoi pas sa main derrière les autres candidatures rejetées aussi? Une fixation, on peut le dire, mais a priori, quand on regarde les 5 qui ont été retenus, on se pose beaucoup de questions. Des questions en ce sens que nous avons, en fait, Alassane Ouattara, président à sa propre candidat à sa propre succession, président sortant bien évidemment, se retrouve en train d'écarter les 2 principaux challengers. On prête des intentions. On ne prête pas des intentions. On ne prête pas des intentions. Le Conseil constitutionnel est constitué de gens sages, qui ont de l'expérience, un certain âge, une maturité, et l'institution est, mettons, autonome.
j'estime bien que les raisons avancées sont purement juridiques, mais quand vous suivez effectivement ces raisons, vous comprenez que le jeu se joue à pile et ou face, parce que c'est à la fois juridique, mais aussi politique. Ça, on ne peut le dénier, parce que là, le Conseil a tranché, mais quand on suit, quand on fait une lecture, on se pose des questions, de savoir pourquoi ce sont les grands challengers qui sont en train d'être écartés. Parce que regardez aujourd'hui, à la fin, les 5 candidats qui ont été retenus. Déjà, vous avez le candidat à sa propre succession, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, et vous avez face à lui, je dirais, soit des dissidents, soit on ne dira pas que l'opposition n'est pas représentée, mais une opposition n'est pas du tout représentative. Alors, je le dis en le précisant. On va voir la profil tout à l'heure. Hein. Je le dis, une opposition présente, mais une opposition pas du tout représentative, parce que nous avons vu, quand on parle de Thiam, vous voyez un peu sa capacité de mobilisation, et il est porté par beaucoup d'Ivoiriens. Quand vous regardez Laurent Gbagbo, vous comprenez également qu'il a une force de mobilisation aussi très importante. Quand vous prenez ces 2 challengers qui sont a priori ceux-là qui sont à même véritablement de faire face au candidat à sa propre succession, mais le président sortant bien évidemment, on se dit, pourquoi écarter moi je les appelle les gros bonnets de la course, mais en même temps prendre juste des gens qui ont créé une sorte de dissidence dans cette opposition, et là la question est bien jouée. C'est bien de se retrouver avec des gens avec qui on peut faire une course et être le lapin face à des tortues. Oui, mais écoutez, je dis qu'on fait une fixation, Franck, sur ces 2 candidatures. Laurent Gbagbo, depuis qu'il existe sur la terre, n'a jamais remporté une élection présidentielle. D'ailleurs, il a accédé au pouvoir dans une confusion total. Et quand il est advenu qu'il organise en fait les élections en 2011, enfin officiellement, on a dit qu'il les a perdus face à Alassane Ouattara, qui a d'ailleurs été candidat. Vous parlez de Thiam qui mobilise du monde, mais dans son propre camp, notamment dans son propre parti, Franck, il a été déstabilisé, et c'est même ses propres éléments qui ont démontré qu'il n'est pas ivoirien à part entière. Je suis d'accord. Quand pour ces jeux politiques là, pour ces compétitions, on cherche tous les moyens. Je pense que Alassane Dramane Ouattara a travaillé à fragiliser l'opposition et a conduit aujourd'hui l'opposition, en tout cas. On fragilise quelque chose qui est fragile déjà. Oui, c'est vrai, parce qu'ils ont donné l'opportunité à Alassane Dramane Ouattara de le faire. Et aujourd'hui, vous avez vu, on a pris quelqu'un qui ne fait pas le consensus au sein du parti pour compétir. Ce qui est sûr, on vous dira, il y a des opposants et il y a un mouvancier, Alassane Dramane Ouattara, pour la compétition. Moi, je pense que c'est un coup politique qui a été masqué légalement, parce que les sages du Conseil constitutionnel, ils ont motivé en tout cas leur décision de retenir ces 5-là. Et quand vous les lisez, c'est avec des arguments juridiques, c'est avec des motivations bien élaborées. Et quand vous suivez, vous diront, nous on a fait le travail sur la base d'un certain nombre de critères. Maintenant, Thiam, on pouvait s'y attendre. Ne me dites pas, sauf si vous n'êtes pas sincère, avec tous les déboires qu'il a connus, avec tout ce qui a été orchestré au sein de son parti, et tout il ne fait pas l'unanimité. Mais si même au sein de votre propre parti, vous ne faites pas l'unanimité, c'est pas au sein des Ivoiriens. Tout ça, moi, je mets tout ça sur le coup des intrigues politiques. Parce qu'on ne fait pas l'unanimité. Il faut bien trouver des noms à des coups que vous portez à des gens. Oui, parce que quand vous dites Thiam ne fait pas l'unanimité, c'est vrai en son sein. S'il y a des pions qu'on peut utiliser pour le montrer, et ainsi de suite, on va le faire pour avancer. Dire que Thiam ne fait pas l'unanimité au sein de sa formation politique, c'est un peu exagéré. Il y a eu un congrès qu'il a désigné comme candidat de sa formation politique. Après beaucoup de déboires, dont la candidature a été validée par le Conseil constitutionnel. Il n'y a jamais eu un congrès qui a statué sur sa candidature, qu'il a porté comme étant représentant de cette formation politique-là. C'est une candidature parallèle. Et donc, c'est plutôt sa candidature à lui qui souffre de légitimité au sein de cette formation politique, ce qui n'est pas le cas de Thiam, qui de façon régulière, selon les instances du parti, ont toujours reconnu justement Thiam comme candidat. Quand bien même il était en difficulté, les instances ne l'ont pas quitté pour autant.
Voilà, quand sa question de nationalité s'est imposée et que on avait décidé de le dégager du fichier électoral, eh bien, les essences lui ont toujours fait confiance. Alors, oui, nous sommes dans un jeu. Vous savez, quand dans une compétition électorale, on a fait une croix sur votre tête, quoi qu'en soit le profil que vous présentez, quoi qu'en soit la qualité de votre dossier, et tout ce que vous pouvez évoquer, même si vous mobilisez toute la terre entière, la croix reste une croix sur votre tête, justement. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, qu'un Laurent Gbagbo n'est pas en mesure de lever des parrainages? Bon, même si je prends la population ivoirienne et que je la divise en trois, et que je considère trois grandes figures politiques, Gbagbo trouvera toujours son compte, en fait. Donc, c'est tellement, comme on le dit en fond, Ghana, qu'il est vraiment difficile de soutenir l'idée selon laquelle les choses ont été faites de façon juridique, de façon saine, à favoriser une compétition électorale qui met tous les candidats au même pied d'égalité, voyez-vous. Et donc, c'est les difficultés dans la démocratie. Allez, on a donc, et pour passer au deuxième axe de notre discussion, mettons 5 candidatures qui ont été retenues. Je les cite très rapidement. Alassane Dramane Ouattara, le président sortant, Simone Eviette Gbagbo, l'ancienne épouse... Comment? Elle a eu ses parrainages. Oui. Une question de négociation, de stratégie, d'intelligence politique, de repositionnement politique aussi. Donc, vous voyez, haut niveau. De haut niveau, s'il vous plaît. Et puis, ne me distrayez pas, Eric. Et puis, on a quand même Henriette Lagou. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, hein, sur 5 candidatures. 2 sont féminines. On a Jean-Louis Billot qui a été ministre du Commerce et qui a été porté par le Congrès démocratique, une coalition de 8 partis politiques par exemple. Et puis on a Awa Dommelo qui vient notamment du tout nouveau parti de Laurent Gbagbo, Ulrich. Relativement, on ne peut pas dire que l'opposition est totalement exclue parce qu'il y a quand même Simone Gbagbo qui est là-dedans. Il y a monsieur Awa Dommelo qui est dedans aussi, qui vient même du parti de Laurent Gbagbo. On devrait quand même, à travers ces deux personnalités-là, retrouver l'opposition qui se mobilise. Ouais. Vous me parlez, je vais commencer par Awa Dommelo, qui est un indépendant, qui est une candidature indépendante, mais en même temps, c'est vrai, on verra à travers lui Laurent Gbagbo, puisqu'il fut ministre de Laurent Gbagbo. Absolument. Et sa candidature, c'est juste une manière de suppléer, ou du moins de mettre l'image de Laurent Gbagbo dans la course. Mais il n'a pas la même, il ne jouit pas de l'égrégore de Laurent Gbagbo, s'il vous plaît, parce qu'il y a de la même envergure, de la même personnalité politique, parce que Laurent Gbagbo a une histoire quand on parle de la Côte d'Ivoire. Awa Dommelo est certes ministre, mais il n'a pas le même charisme que Laurent Gbagbo. Donc déjà dire que il est présent, c'est pour cela que je vous disais que l'opposition est peut-être apparemment présente, mais pas représentative, parce qu'il faut mettre l'accent sur l'aspect représentativité. Maintenant, quand vous me parlez de Simone Gbagbo, vous voyez un peu, par exemple, une opposition qui, a priori, devrait aller de main forte, de façon beaucoup plus précise, mais qui est divisée. Voilà, par exemple, Simone Gbagbo, qui représente aussi l'opposition, mais qui, dans le même temps, a créé son mouvement, le mouvement des générations capables. Voilà. Et à travers ce mouvement, Simone Gbagbo draine une partie de ce qui devrait être l'électorat général du couple Gbagbo, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a autour. Et quand vous regardez, vous comprenez simplement que l'opposition s'est démiettée. Et c'est en cela que je parlais de représentativité. Je prends encore le cas de Jean-Louis Billon, qui est là d'une certaine manière, un peu comme, je dirais, la branche plus ou moins dissidente du PDCI, et qui se présente aussi pour suppléer à la candidature du PDCI, bien évidemment, de Thiam. Donc je pense que c'est toujours de petites portions. C'est-à-dire, on trouve que c'est des candidatures de l'opposition, des candidatures parcellaires de l'opposition. Alors que
la bonne représentativité est bloquée. Quand vous reprenez, quand je reprends un peu tout à l'heure l'aspect que nous avons abordé tout à l'heure, quand on nous parle par exemple du blocage de la candidature de Laurent Gbagbo, parce que alors qu'il avait été gracié, et on nous dit non, parce que ça n'annule pas sa condamnation de 2018, donc ça pose véritablement des problèmes. C'est pour ça qu'il dit qu'au-delà du juridique qu'on est en train d'évoquer, il y a un problème éthiquement politique. Et quand on regarde Thiam, oui, quand on parle de Thiam par exemple, vous voyez la possibilité, vous voyez qu'il a été positionné, mais on estime que parce qu'il a eu sa candidature en 1987, il a perdu sa nationalité, et pourtant, il a été ministre plusieurs fois, il a occupé de hautes fonctions. Aujourd'hui, quand il peut être candidat à la présidentielle, on trouve maintenant qu'il n'est pas nationaliste. Donc je pense que, quelque part, on a créé l'atmosphère pour pouvoir écarter ceux-là qui sont véritablement représentatifs de l'opposition pour pouvoir faire face à ce que j'appelle les menus frétins. Alors moi je pense que dans ce jeu, il y a deux têtes qu'on ne veut pas du tout voir. Il y a Laurent Gbagbo et il y a Thiam qui qu'on a tout fait pour écarter. On ne veut pas voir où ils ne remplissent pas les conditions. Non, on ne veut pas les avoir dans la compétition et on a utilisé les stratégies. Et dans cette stratégie, on a tout fait pour trouver des moyens de tendre suffisamment les nerfs à Laurent Gbagbo, dont l'ancienne épouse, dont la candidature de l'ancienne épouse a été validée. Donc il y a un certain cocktail de stratégie pour dire, écoutez messieurs, on ne veut plus de vous, allez-y, pour qu'on puisse dérouler notre affaire. Les deux qui pouvaient logiquement contrer un peu la candidature de Alassane Dramane Ouattara, c'est les deux dont j'ai parlé. C'est vrai que il y a eu des problèmes au niveau du parti de Thiam, mais s'il avait été, la candidature avait été validée, je pense qu'il y aurait eu un élan derrière lui pour essayer... Si l'objectif est fondamentalement d'empêcher Alassane Ouattara d'avoir un 4e mandat, même si on validait la candidature de Magouya, que tout le monde se mobilise derrière Magouya pour que, mettons celui... Oui, le Satan qu'on est en train de chasser puisse partir tranquillement, non Eric? Au lieu d'accuser le Satan d'embrouiller les pistes, mobilisons-nous derrière les candidatures de l'opposition. De deux choses l'une, ça reste aussi une stratégie. Quand on a perdu les grosses têtes dans une compétition électorale, il revient peut-être de développer notre stratégie autour des personnes dont on a validé justement les candidatures, justement. Mais après, quand on voit ce casting, moi je pense que d'abord on s'est assuré d'avoir sur une liste des gens qu'on peut battre dans les urnes. Après, on s'est assuré aussi de légitimer dans une victoire, au cas où il y aurait une victoire, parce que on a à la question de savoir justement à la question de savoir est-ce qu'à cette compétition électorale, est-ce qu'il y a eu des opposants qui ont participé à l'élection, on dira bien sûr oui. Voilà, sauf preuve de mauvaise foi, on dira non. Et donc c'est peut-être la stratégie qui a été utilisée, où on a fouillé, on a essayé de voir parmi les partis, les leaders de l'opposition, les figures avec qui on peut composer et tout ça. Mais vous savez, une compétition électorale, surtout présidentielle, c'est aussi l'image des leaders. Voyez-vous, on va quand même pas mettre Jean-Louis Billon à côté de l'image d'un Laurent Gbagbo, et même à côté de l'image d'un Thiam. Donc, c'est déterminant. Voyez-vous, et c'est cela, c'est ça le truc. Donc, ça ne pèse pas dans la balance. Oui, mais quand on veut la victoire... Quand on veut la victoire, c'est pas la fête d'image. Et c'est ce qui manque parfois aux politiques africains. Ils ont des égos politiques surdimensionnés qui les empêchent de dire, écoutez, je vais me mettre derrière Eric, je vais me mettre derrière Ulrich. Le but, c'est de gagner. Ça manque beaucoup aux opposants africains. Vous allez voir, chacun va de son côté et au finish, il commence par pleurnicher à l'annonce des résultats. Alassane Dramane Ouattara avait fait un 4e mandat et il s'est préparé pour... Lui, il ne s'est pas levé tôt. Les autres étaient en train de se déchirer. Lorsque vous voyez qu'on veut tordre le cou à la Constitution, à la loi fondamentale, une loi qui régit la vie de tout le monde, mais mettez-vous ensemble et faites le bloc pour qu'ils puissent aller contre et parler d'une même voix. Les populations verront que, écoutez, ceux-là, ils sont unis et elles vont vous suivre dans votre mouvement. Mais ça n'est pas souvent le cas. Et tous ceux qui mettent en branle ce genre de projet, ils marchent sur les politiques. Allez voir, il y en a qui juste là veulent remplir leur carnet d'adresse. J'ai été candidat à la présidentielle et puis c'est tout. Ils ne vont pas pour gagner une compétition
électorale. Leur problème, c'est de dire j'ai été candidat assis et ça leur profite dans leur parcours politique, c'est tout. On sait que très souvent, le véritable problème de l'opposition dans les capitales africaines, c'est que il y a l'ego qui est surdimensionné. Et chacun y va avec son idéologie et estime que c'est la meilleure des idéologies. Vous voyez un peu, regardez, observez un peu sur la classe politique actuelle de la Côte d'Ivoire, surtout l'opposition. Vous voyez des gens qui sont forts en masse, mais qui sont divisés à l'interne. Et ce qui fait que les oufouettistes en profitent à fond. Ils estiment que ça va se passer quand ils veulent et comme ils veulent. Et ça se passe dans presque toutes les capitales africaines. Vous voyez un peu au Togo, c'est la même chose. Vous allez voir, quand le parti au pouvoir décide souvent d'aller aux élections, vous allez voir, on parle d'opposition, mais d'opposition et passe d'opposition divisée. Donc je pense qu'aujourd'hui, la seule alternative qu'il y a aujourd'hui pour que les élections... Pour que les élections... ça va derrière quel candidat Ouattara ne reprenne pas le pouvoir, c'est de permettre aux opposants de se mettre ensemble. Mais est-ce qu'ils auront justement cette sagesse-là et faire taire leurs égos pour pouvoir le faire? La question est vraiment posée. Il y a la question de la légitimité qui ne faut pas perdre de vue. C'est un peu comme quand je remets ce contexte au Bénin. Si la candidature des démocrates n'arrivait pas à terme, c'est de demander aux démocrates de soutenir le candidat du parti La Force que je peux venir émergent. Vous voyez un peu la chose? Oui, si l'objectif c'est de gagner, donc tant mieux. Toujours, c'est vrai, parfois c'est pas si simple que ça. Parfois, vous avez des éléments, et ça on revient dans le camp ivoirien, qui se déclarent peut-être opposants, mais qui dealent avec la mouvance en brief. Et ils le savent, entre eux, ils le savent. Et ça devient un problème, justement, pour ces entités de ne pas pouvoir se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour soutenir un candidat. Mais toujours est-il que le plus important, c'est de battre campagne dans un climat apaisé, c'est d'aller aux élections en Côte d'Ivoire dans un climat apaisé et que, quoi qu'en soit l'issue des résultats, cela n'embrasse pas le pays. Oui, ça va être vraiment dommage que la Côte d'Ivoire revive en tout cas ce qu'elle a vécu entre 2011 et 2012, mettons, avec près de 3000 morts et ces victimes de Douekoué, dont on ne connaît pas le bourreau ou les bourreaux jusqu'à l'heure là. Les gars, merci beaucoup. Passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Derrière moi, la revue de presse.